Notre société déborde de trop-plein, obscène et obèse sous le regard de ceux qui crèvent de faim. Elle est en train de s'effondrer sous son propre poids. Elle croule sous les tonnes de plaisirs manufacturés, les conteneurs chargés à ras-bord, la lourde indifférence de foules télévisées et le béton des monuments aux morts. Et les derricks continuent à pomper, les banques à investir dans le pétrole, le gaz, le charbon. Le capital continue à chercher davantage de rentabilité, le système productiviste à exploiter main-d'œuvre humaine et écosystème dans le même mouvement ravageur. Comment diable nous est venue l'idée d'aller puiser du pétrole sous terre pour le rejeter sous forme de plastique dans des océans qui en sont désormais confits, d'assécher les sols qui pouvaient nous nourrir pour alimenter nos voitures en carburant, de couper les forêts qui nous faisaient respirer pour y planter de quoi remplir des pots de pâte à tartiner. Ces mots puissants, ils sont de vous, Corinne Morel-Darleux. Ils sont extraits de votre essai philosophique plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement. Et donc face à ce constat glaçant, à l'absurdité de notre monde, comment résister individuellement et collectivement ? Comment combiner, je vous cite, le pessimisme de l'intelligence et la saveur du présent ? Et comment ces combats peuvent-ils se transformer politiquement ? C'est de toutes ces questions dont nous allons parler dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Corinne Morel-Darleux, bonjour. Vous êtes militante écosocialiste, autrice de plusieurs livres, dont l'essai que je citais en introduction, qui a été tiré à 25 000 exemplaires, mais aussi le roman Là où le feu et l'ours, qui est paru chez Libertalia en mai, et Le gang des chevreuils rusés pour les 8-12 ans au Seuil Jeunesse, qui est sorti en septembre. Vous êtes aussi chroniqueuse régulière chez Reporter, et vous avez été l'une des cofondatrices du parti de gauche, dont vous avez été secrétaire nationale en charge de l'écologie, puis du développement de l'écosocialisme à l'international, on en parlera, avant de quitter la direction en novembre 2018. Et donc, finalement, aujourd'hui, vous êtes une figure qui prône une écologie de résistance, d'alternative, et vous vous intéressez aussi beaucoup aux nouvelles formes de lutte, d'activisme. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement comment est-ce que vous analysez la période que l'on vit actuellement, après cet été qui a été marqué par des événements climatiques extrêmes, par la révélation du premier volet du dernier rapport du GIEC, et cette rentrée politique. Comment est-ce que vous analysez cette période que l'on vit ? C'est toujours difficile de poser une analyse quasiment en direct sur les événements. Là, en l'occurrence, c'est pas si difficile que ça, parce qu'en réalité, il me semble que tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on a vécu ou observé cet été, notamment en matière d'accélération et d'augmentation en intensité aussi des aléas climatiques, comme on dit maintenant, c'est finalement la continuation de choses qui sont maintenant largement documentées, observées ou en tout cas prévues par les scientifiques, mais aussi par un certain nombre de militants qui s'intéressent à ces questions-là depuis des années, voire depuis des décennies. Ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il y a des alertes sur la question du dérèglement climatique principalement, mais aussi de plus en plus sur l'extinction de la biodiversité. Et malheureusement, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui vient plutôt confirmer ces alertes. Donc, en tout cas, de mon point de vue et de mon poste d'observation à moi, qui suit toutes ces questions-là depuis maintenant plus de 10 ans, il n'y a pas vraiment de grosses surprises ou de grosses révélations, si ce n'est que, comme les scientifiques du GIEC, tout ça arrive encore plus tôt que ce qu'on craignait. Ce qui est alarmant, c'est qu'en fait, on a l'impression quand même qu'il y a une distance gigantesque entre ces constats scientifiques, ce qu'on est en train de vivre, et ce dont on parle dans l'actualité médiatique, dans l'actualité politique. Alors tout à fait. Ce qui est pour moi toujours aussi surprenant en revanche, effectivement, c'est pas tant la manière dont les milieux réagissent aux atteintes qui leur sont faites, notamment par les activités humaines, c'est plus la manière dont les activités humaines arrivent à ne pas se laisser du tout influencer par ça. C'est-à-dire cette capacité qu'on a collectivement à passer d'un sujet à l'autre, en fait, et à empiler les informations comme si elles n'avaient aucun lien les unes avec les autres, avec cette espèce de phénomène de nivellement de l'information. Cet été, par exemple, on est passé de moments d'émotions, je crois, sincères, collectives, par rapport au méga feu qu'il y a eu dans plusieurs points du globe, à des titres dithyrambiques sur l'arrivée de Lionel Messi et qui ont complètement éclipsé en fait cette actualité-là. Avec l'arrivée, vous le voyez, de Lionel Messi, la star argentine aux 6 ballons d'or,
a atterri à Paris. Ça y est, il atterrit donc au Bourget. Il était attendu, vous le voyez. Et qui finalement étaient traités au même niveau à leur moment. Moi je trouve qu'il y a de plus en plus comme ça des superpositions en fait qui donnent un sentiment un peu d'irréalité au monde. En tout cas, voilà, moi j'ai de plus en plus l'impression d'évoluer dans ce concept de la vallée de l'étrange. C'est un roboticien japonais qui a théorisé dans les années 70 ce qu'on appelle en anglais Uncanny Valley. C'est-à-dire, c'est un concept qui dit que plus un robot est ressemblant avec un être humain, et plus ses imperfections sont monstrueuses, apparaissent comme monstrueuses. Et donc, il y a cette vallée de l'étrange à parcourir, pendant laquelle le robot va de plus en plus ressembler à l'humain, avec une période de rejet, comme ça, de sentiment de monstruosité, jusqu'à ce qu'il ressemble tellement à l'être humain que finalement, il va être accepté et il va plus sembler étrange, quoi. Et j'ai vraiment l'impression, moi, en ce moment, d'évoluer dans cette vallée de l'étrange, où les choses ressemblent à la réalité, mais en même temps avec justement ces espèces d'écarts assez monstrueux. On a vraiment de plus en plus une réalité à plusieurs niveaux qui se côtoient, et je trouve que ça devient de plus en plus difficile de ne pas être frappé par l'indécence en fait de cette superposition de différents niveaux de réalité, que ce soit en termes d'injustice sociale, que ce soit en termes de ravages environnementaux, et puis effectivement dans le traitement de l'actualité, où on a l'impression que les choses sont traitées de manière très ponctuelle et sans jamais faire de lien entre les différentes informations, notamment par exemple entre la question environnementale et la question économique, le lien avec ce système capitaliste, la manière dont il produit de la matière, la manière dont il nous incite à consommer, la manière dont il exploite la main-d'œuvre. Voilà, c'est comme si toutes ces choses-là étaient très compartimentées, sans lien les unes avec les autres, et donc une information peut chasser l'autre, puisqu'il n'y a pas de lien systémique qui est fait entre toutes ces données qui devraient fournir une image globale, mais en fait, on est dans le pointillisme permanent sans que cette image globale soit donnée à voir. Et pourtant, il y a une réalité qui est claire, c'est que le dérèglement climatique est là et qu'il nous oblige à nous adapter. Et donc, face à ça, il y a un peu deux grandes questions qui se posent, qui pour moi sont un peu les deux grandes lignes de cet entretien, si on veut. C'est de un, comment est-ce qu'on vit avec tout ça personnellement, comment est-ce qu'on lutte à son échelle, et de deux, c'est comment est-ce qu'on transforme cette indignation personnelle en un engagement collectif plus large et qui trouverait peut-être un débouché politique. Vous parlez aussi de l'idée de politiser la collapsologie. Donc voilà, c'est dans cette idée-là. Et si on commence donc avec la dimension individuelle, moi j'aimerais commencer par parler de la jeunesse. Vous avez écrit en décembre 2020 sur Reporter, la jeunesse sur qui on fait souvent reposer un renouveau indéfini et l'avenir de la planète prend cher. Et la récente étude Kantar qui a été révélée donc le 14 septembre, c'est la plus grande étude jamais réalisée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays, finalement confirme ça, puisque selon elle, 59% des jeunes déclarent être très ou extrêmement inquiets du changement climatique, et il y en a 45% qui affirment que l'anxiété climatique, elle affecte leur vie quotidienne de manière négative, donc pour dormir, se nourrir, jouer, échanger avec leurs amis, etc. Et un chiffre intéressant aussi, c'est qu'il y a 6 jeunes sur 10 qui se sentent abandonnés et trahis par les gouvernements. J'imagine que cette enquête, elle ne vous a pas étonné? Elle me surprend quand même un peu par son ampleur. C'est toujours intéressant quand même d'avoir une confirmation un petit peu statistique de choses qu'on perçoit, mais qui sont plus de l'ordre de l'intuition. Puis, je veux dire, en tant qu'individu, on a toujours une vision très parcellaire, et puis toujours un peu biaisée aussi par les milieux dans lesquels on évolue. Donc j'ai quand même été un peu surprise par l'ampleur, effectivement, de cette anxiété, de ce désarroi. Et en même temps, si on regarde les choses de manière un peu objective et de manière un peu lucide, cette inquiétude, elle est pas surprenante, effectivement, parce que de fait, il y a de quoi être inquiet et anxieux. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette anxiété, effectivement, et de cette inquiétude. Parce que pour moi, l'urgence là est de faire en sorte que du registre émotionnel, on puisse passer au registre politique au sens large du terme, c'est-à-dire au sens de voilà, qu'est-ce qu'on fait ça maintenant collectivement, et comment on sort de ces émotions individuelles, de phases d'anxiété ou de sidération ou de peur panique parfois même de l'avenir. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi.
Alors justement, dans votre essai, vous préconisez un peu 3 grands principes moraux très forts qui permettent de dépasser justement cette sidération qu'on peut vivre, comme beaucoup de ces jeunes, face au changement climatique, qui sont cesser de nuire, refuser de parvenir et la dignité du présent. Est-ce que vous pouvez les détailler un peu ici, parce que je trouve que ce sont des armes assez fortes pour faire face à l'éco-anxiété. Le refus de parvenir, c'est une notion qui n'est pas de moi, hein, qui est une notion qui a été théorisée au début du XXe siècle, plutôt dans les milieux libertaires et anarchistes, et notamment par un instituteur qui s'appelait Albert Thierry. Le refus de parvenir, au départ, c'était vraiment l'idée. C'était un concept classiste, c'est-à-dire c'était l'idée que dans un système de méritocratie et de classe sociale assez clivée, les classes dominantes vont tenter d'attirer les meilleurs éléments, entre guillemets, des classes moyennes ou des classes laborieuses pour les mettre au service du système. Et donc le refus de parvenir consistait à ne pas trahir sa classe en acceptant les honneurs, les privilèges, les médailles et tous les colifichets qui sont agités justement pour vous attirer dans les classes supérieures. Moi, j'avais envie de reprendre cette notion et de l'élargir, et puis de la mettre peut-être en rapport aussi avec justement les thématiques aujourd'hui d'exploitation des ressources et de manière plus large d'écologie, qui, pour moi, sont très liées à ça, c'est-à-dire à une certaine vision de la réussite matérielle qui repose beaucoup sur l'accumulation, oui. et qui repose beaucoup parce qu'il y a accumulation matérielle sur, derrière, l'exploitation à la fois des êtres humains et des ressources naturelles. Et donc, voilà, j'avais envie de tirer ce fil, de le réactualiser, puis de voir un peu ce que ça donnait aujourd'hui au XXIe siècle. Et pour faire ça, je me suis donc appuyée sur la figure de Bernard Moitessier, qui est un navigateur qui a participé à la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, il y a un peu plus de 50 ans, et qui, alors qu'il était à quelques encablures de remporter cette course, a finalement décidé de changer de cap, de ne pas rentrer, et donc de ne pas franchir la ligne d'arrivée, parce que il sentait en réalité que ce dont il avait réellement envie, et peut-être aussi réellement besoin, c'était pas de rentrer victorieux en France avec tous les journalistes qui l'attendaient, et puis une réussite là aussi matérielle et dictée par un certain nombre de conventions sociales, mais qu'en fait, lui, son kiff, c'était de continuer à naviguer et d'aller jusqu'aux îles du Pacifique. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est installé à Papeete, où il a continué à avoir d'ailleurs des engagements sur la défense de l'environnement, contre les essais nucléaires dans le Pacifique, etc. J'ai senti le changement vers le 4e mois. Je savais que je n'avais pas envie de revenir. Vous voyez, que ça ne valait pas le coup. J'avais envie de continuer, quoi. J'avais envie de m'éclater un bon coup au maxi, et puis j'ai continué jusqu'à plus soif, disons. Donc voilà, je trouvais que c'était une très belle illustration concrète de quelqu'un ayant existé et pas seulement théorique, parce que voilà, j'aurais pu évidemment faire appel à tous les grands penseurs de l'écologie politique, mais j'avais envie aussi de renouveler un peu le genre et de faire émerger d'autres figures qui donnent à penser et qui peuvent inspirer. Mais donc dans cette nouvelle éthique du refus de parvenir, c'est le refus des injonctions sociales, et peut-être aussi dans l'idée de vouloir en fait nourrir une sorte de nouvel idéal qui n'est pas l'idéal aujourd'hui de notre société de consommation, où finalement réussir serait autre chose. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas le refus de parvenir, c'est pas le refus d'avoir des ambitions, ni même de vouloir faire carrière ou des choses comme ça. C'est simplement le fait de se dire que ce sont des choix qu'on fait après les avoir vraiment interrogés. Que ce soit pas uniquement une réponse à une injonction venue de l'extérieur, venue d'un certain nombre de normes sociales,
et que ce soit le fruit d'une vraie délibération intérieure. Après, le résultat, évidemment, il appartient à chacun, mais en tout cas, qu'il y ait au moins cette délibération intérieure et qu'on puisse se réapproprier ses propres choix. Ce qui, évidemment, est tempéré dans l'essai et dans la réflexion fatalement par la question des conditions matérielles d'existence, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même palette de choix. Mais ce que j'ai essayé de défendre, en tout cas dans le livre, c'est qu'il y a toujours des interstices de choix à aller chercher, quoi. Alors, ils ne sont pas toujours aussi flamboyants que des grandes démissions, des grandes bifurcations, ce qui suppose d'avoir quand même déjà un certain nombre de ressources à sa disposition. Mais il y a toujours des espaces de liberté à aller chercher, à aller conquérir, des espaces d'autonomie, des espaces de simplification aussi, souvent, et donc d'émancipation pour moi, à refuser ce que la société nous tend parfois comme étant du gratuit, du cadeau, et qui en fait sont souvent un peu ce que j'appelle des colis piégés du système, quoi. Des choses qui vont soit vous attacher, soit vous transformer vous-même en produit ou en annonce publicitaire ambulante. Je pense évidemment à tout ce qui est goodies, tous ces gadgets en plastique siglés de marques qui sont soi-disant offertes et qui vous transforment en femme ou homme sandwich. Donc il y a plein de possibilités d'exercer ce refus de parvenir ou ce libre arbitre, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas de se reposer des questions sur ce dont on a singulièrement besoin ou envie, parce qu'il n'est pas question non plus de faire disparaître l'envie de nos vies. Du coup, on en revient à la dignité du présent. Vous l'appelez une nouvelle éthique de la catastrophe. Comment ça se traduit exactement, la dignité du présent? Comment est-ce qu'on peut être digne au présent? La dignité du présent, c'est le fait de se dire que même dans les moments où les causes pour lesquelles on milite semblent d'un avènement très lointain, que les victoires semblent de plus en plus hypothétiques, et c'est le cas singulièrement sur les questions de climat et de biodiversité, où on a vraiment l'impression que plus le temps passe, plus la situation s'aggrave, et que finalement les quelques petites victoires qui sont remportées sur ce front-là sont bien minces par rapport à l'accélération en termes de gravité et d'urgence. Donc même dans ces moments-là, qui sont des moments qui pourraient prédisposer à une forme de découragement, quoi, et d'envie de baisser les bras, de se souvenir que tous les combats qu'on mène, on les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, même si c'est toujours souhaitable. On les mène aussi simplement parce que c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné, quoi. Et donc de pas trop miser sur les victoires futures, sans oublier qu'il y a aussi cette dignité du présent qui rentre en ligne de compte et qui peut aussi être un moteur très puissant d'engagement et de passage à l'action individuelle comme collective. Et donc de vivre en accord avec ses convictions autant qu'on le peut, en fonction de nos conditions aussi matérielles, financières, etc. Parce qu'il y a aussi ça, évidemment, qui joue. Et donc cesser de nuire, c'était un peu la première étape, normalement. Comment est-ce que comment est-ce que ça se traduit dans une vie, de cesser de nuire? En fait, pour moi, cesser de nuire, c'est plus une interpellation qui devrait pouvoir nous servir de filtre de questionnement. C'est-à-dire dans les différents actes qu'on pose quotidiennement ou de manière moins fréquente, individuellement comme collectivement, d'essayer de réfléchir à l'ensemble de la chaîne qui a mené jusqu'à la possibilité de cet acte pour soi-même. Ça passe très prosaïquement par, je sais pas moi, l'achat d'un t-shirt dans une chaîne de magasins, de prêt-à-porter. Par exemple, d'essayer d'avoir en tête justement ces liens dont je parlais au début, qui sont rarement faits, de savoir, je veux dire, un t-shirt qui arrive à 3 € en France, il a forcément nui avant d'arriver à 3 € en France, quoi. Il a forcément nécessité
de l'exploitation de travailleuses et de travailleurs à un moment donné, du contournement de ce qu'on considère ici comme étant des obligations du Code du travail qui sont pas respectées dans un certain nombre de sweatshops et d'usines de production, notamment du côté de l'Asie du Sud-Est, mais pas seulement. Il a nécessité de la matière, de l'extraction, enfin... Voilà, c'est d'avoir... Quel est le monde auquel on contribue au jour le jour par nos actes. Et pour pouvoir bénéficier de ce dont on bénéficie aujourd'hui, dans un monde extractiviste et capitaliste, il y a forcément à un moment donné des nuisances qui ont été occasionnées. Et il ne s'agit pas de... Enfin, parce que ça peut vite devenir très, très envahissant quand même, ce questionnement-là, et devenir même carrément... totalement anxiogène et vertigineux. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de vivre en permanence avec ce contexte-là, mais de quand même essayer de l'avoir en tête. Après, une fois de plus, chacun fait avec ses contraintes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour moi, il est absurde ou totalement idiot de déconnecter les questions environnementales des questions sociales. Parce que, évidemment, si on veut plus que les gens achètent des t-shirts à 3 €, qu'on ait cité toute cette chaîne de nuisances, encore faut-il que les gens aient la possibilité de s'acheter autre chose de plus cher, parce que, en fait, voilà, la nuisance, c'est aussi ce qui permet de baisser les coûts. Bien sûr. Et donc avoir une réflexion sur la question des revenus, de l'échelle des salaires, sur la question de la fiscalité, sur la question tout simplement de notre modèle économique. Donc on ne peut pas séparer les choses, mais en tout cas, cesser de nuire, voilà, c'est essayer de limiter autant que possible l'empreinte qu'ont nos choix de vie sur le reste du monde vivant, en fait. Et alors, une fois qu'on a commencé à adopter cette éthique personnelle, ces principes, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à rentrer dans une dimension plus collective sur ces questions-là, et comment est-ce qu'on crée une culture de résistance commune ? Alors, pour moi, en fait, ces questionnements-là, ils participent. Ils s'appliquent autant en réalité au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est-à-dire que je pense que dans les choix de stratégie militante, par exemple, la question du cesser de nuire pourrait s'appliquer aussi à beaucoup de débats internes à un certain nombre de structures militantes. On sait aujourd'hui que, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus, notamment le cabinet Carbone 4, sur cette idée que l'individuel ne suffit pas, parce que même si tout le monde tout le monde en France a adopté des comportements absolument parfaits, arrêter de prendre l'avion, manger végétarien, etc., on n'arriverait qu'à 25% de réduction des émissions, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas tout. Donc il y a quand même une large part qui reste aux entreprises et à l'État. Donc on en arrive à la dimension politique, et dans votre essai, vous écrivez que nous avons aujourd'hui besoin d'une matrice politique sur laquelle puisse se développer une éthique de l'émancipation, tout à la fois d'intérêt individuel, sociétal et terrestre. Et donc cette matrice politique, à quoi elle ressemblerait selon vous ? Je pense que si j'ai écrit ça dans mon essai, c'est en grande partie parce qu'il me semble qu'on a encore du mal à trouver un chemin politique qui permette de réconcilier la dimension individuelle et la dimension collective, précisément. C'est-à-dire que, voilà, si on décrit les choses un peu à la hache, il y a le camp, on va dire, libéral ou libertarien de droite, qui mise beaucoup sur l'individu et justement sur l'ascension sociale, la méritocratie, partant du principe que chaque individu a les mêmes possibilités et que donc chacun a à s'en remettre à lui-même et à ses efforts pour réussir dans la société et se faire savoir. Et puis de l'autre côté, on a un camp de gauche qui repose beaucoup sur l'idée du collectif et qui a parfois tellement reposé sur le collectif qu'il en a oublié que le collectif, il est composé d'individus dont il s'agit aussi de prendre soin et de prendre en compte. Et donc, voilà, pardon, je sens que je vais faire s'évanouir tous les politologues de France en disant des choses de manière aussi caricaturale, mais basiquement, voilà. Et je trouve que...
Et je trouve qu'on aurait beaucoup à gagner à gauche, en fait, à réintégrer cette dimension de l'individu dans la manière dont on envisage le collectif. Pour avoir participé à énormément de collectifs militants, j'ai vu aussi beaucoup d'individus exploser en vol, en fait, dans ces collectifs. Je pense qu'on perd beaucoup de monde qui en fait font des burn-out ou qui ne trouvent pas leur place ou qui se fondent dans le collectif dans un oubli de soi-même qui ressemble finalement beaucoup à de l'embrigadement. Donc j'avais envie de réintroduire cette notion de l'individu dans le collectif et de trouver justement des notions, des concepts qui puissent s'utiliser dans un cas comme dans l'autre, en tout cas qui ne soit pas dans ce clivage qui est souvent entretenu entre les gestes individuels et l'organisation collective, parce qu'en réalité, plus ça va et plus il me semble que les deux sont liés, c'est-à-dire que j'envisage pas en fait d'engagement collectif avec l'idée que par contre, dès qu'on rentre chez soi, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, sans qu'il y ait un minimum de cohérence entre ce qu'on porte collectivement et puis ce qu'on s'applique individuellement. Le fait de trouver une matrice politique qui soit à la fois sur les questions environnementales, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, sur les questions terrestres, au sens latourien du terme, donc des travaux de Bruno Latour, c'est là aussi d'essayer d'avoir une vision systémique. J'en reviens toujours à ça parce que c'est vraiment ce qui me marque le plus en fait dans ce qui me semble manquer aujourd'hui à l'élaboration politique. Mais c'est qu'on réfléchit en silo alors que évidemment ouais, tout est lié. Tout à fait. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'écosocialisme et sur sur ce projet politique qui est un projet politique qui existe depuis les années 70, qui justement pour moi est un projet politique qui a l'avantage d'être systémique, c'est-à-dire qui prend en compte de manière simultanée et sans mettre de hiérarchie entre elles, les dimensions sociales, environnementales, économiques, démocratiques, et qui va à la racine des choses et se contente pas de regarder les effets du système, mais vise aussi à s'attaquer aux causes, comme on le dit souvent, que c'est quand même ça la définition de la radicalité au départ en politique. Oui, s'attaquer aux racines, bien sûr. Ouais. Et, mais justement, c'est quand même une pensée qui commence à monter d'une certaine manière, puisqu'on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, que les liens entre justice sociale et justice environnementale ont quand même été assez rapidement faits. On a taxé au début les Gilets jaunes de anti-écolo, etc., ce qui n'était pas. Et donc de comprendre que finalement, on ne peut pas régler la question environnementale sans aussi prendre en compte la dimension de justice sociale, comme aussi de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'écologie dans un système capitaliste. Bon, ça reste encore bien remis en question par d'autres. Et donc, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'écosocialisme peut devenir une nouvelle grille de lecture qui nous permette de penser notre société autrement et justement d'arriver à imaginer autre chose, en fait, un contre-modèle, une alternative à ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense que ça peut être une boussole vraiment intéressante, en effet. Je parle de boussole et je parle de projet politique parce que j'ai l'impression que dans la vie politique française, il y a souvent de confusion entre le projet et le programme. C'est pour moi une des nombreuses explications à la dérive puis au naufrage du Parti socialiste français, c'est que le Parti socialiste s'est défait de tout projet politique et n'avait plus que des programmes. Et un programme politique, en fait, c'est quelque chose qui est censé évoluer. C'est quelque chose qui est censé s'adapter aux mutations aussi du monde qui vous entoure, et c'est très bien. Mais à force d'évoluer et de s'adapter, il y a toujours le risque de perdre de vue l'horizon de société qu'on vise. Et ça, c'est le projet politique. Et je trouve que c'est vraiment absolument crucial d'avoir ce cap, cet invariant, en fait, qui, quelles que soient justement les évolutions, etc., va rester valide
et pertinent. Et je pense que l'écosocialisme peut servir de boussole, de cap, d'invariant en tant que projet politique, quelle que soit l'évolution de la situation. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce type de boussole. Alors après, très honnêtement, moi je me suis beaucoup intéressée à l'écosocialisme, mais j'ai aucun souci avec le fait qu'on l'appelle décroissance ou écologie sociale. Et il y a des débats qui sont très intéressants à avoir sur la place et le rôle de l'État, par exemple, dans ce projet politique, qui est une thématique sur laquelle moi-même j'évolue beaucoup depuis quelques années. Donc, ça veut pas dire, l'invariant ne veut pas dire qu'il est figé et qu'il peut pas prêter au débat politique, mais globalement, on voit de quel horizon on parle, quoi. C'est justement l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on on le dit beaucoup, on est un peu dans une crise des imaginaires, c'est-à-dire que, en fait, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui à lutter contre, mais elles ne savent pas vraiment forcément pourquoi elles luttent. Il n'y a pas de lutter pour et d'horizon, justement. C'est ce dont on parlait plus tôt avec ces jeunes aussi qui vivent une anxiété parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans un monde qui leur ferait envie. À quoi pourrait ressembler une société éco-socialiste, enfin, en tout cas une société qui aurait appliqué les principes de l'éco-socialisme pour vous? Alors, j'ai fait une tentative de description, même si je ne me l'étais pas formulée comme ça, dans mon roman Là où le feu et l'ours, où la deuxième partie se déroule dans un lieu qui s'appelle l'Oasis et qui est... Alors, bon, on est dans un roman, donc c'est forcément très, très idéalisé, et les choses ne seraient pas si simples dans la vraie vie, mais où on est dans un lieu où l'éducation passe beaucoup par le faire, d'où la technologie, à vrai dire, est totalement absente, mais où les savoir-faire manuels, traditionnels, sont maîtrisés par tout le monde, et qui est surtout un lieu où humains et non-humains vivent avec beaucoup plus d'harmonie que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et pour moi, c'est une description, alors simplifiée, mais un peu une description de cette utopie éco-socialiste, dans le sens où les choses sont mises en commun, où il y a quasiment pas de propriété privée, et où la valeur d'usage a supplanté la valeur marchande. Donc voilà, c'était en tout cas une tentative. Après, de manière plus générale, moi je suis là aussi de plus en plus convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont vécues comme des facilités ou des choses qui simplifient la vie, notamment dans le milieu technologique, qui en réalité sont là aussi des choses qui nous enchaînent et qui nous rendent extrêmement vulnérables. Moi, je suis très effrayée de voir à quel point aujourd'hui tout repose sur le numérique, et de plus en plus, et à quel point ça nous met dans des situations d'extrême vulnérabilité, et je ne parle pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. On a déjà parlé plusieurs fois sur Blas, sur ces questions. Voilà, quand je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter un centre, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de planification des réseaux d'électricité dans les différentes régions de France. Enfin, je veux dire, c'est juste tétanisant d'imaginer qu'une panne d'électricité puisse mettre à zéro tout ce qui aujourd'hui guide les infrastructures. Enfin, je veux dire, tout est piloté aujourd'hui par le numérique. On n'a quasiment plus rien de manuel ou de mécanique. Et en fait, c'est extrêmement inquiétant quand on voit que cet été, par exemple, en Grèce, au moment des grandes chaleurs et de la canicule, le Premier ministre grec a exhorté la population à ne pas consommer d'électricité, craignant une panne générale, en fait. Donc on n'est pas dans le domaine de la science-fiction quand on évoque ces risques-là. C'est des risques qui sont de plus en plus probables.
même s'ils ne sont pas certains, mais ils sont de plus en plus probables. Et la série Effondrement aussi sur Canal+, qui montre bien ça aussi, le fait que, en fait, sur plein de points, on est à 2 doigts du moment où il y a une bascule et potentiellement, toute l'organisation de notre société s'en trouve bouleversée, quoi. C'est ça. Et en fait... sur la question de l'eau aussi. Voilà, le risque, il est de plus en plus probable et il est de plus en plus critique aussi. Enfin, moi, dans une vie précédente, j'étais consultante auprès des grandes entreprises du CAC 40 et je faisais notamment de la conduite de projet et de l'analyse de risques. Et on évaluait sur un projet les différents risques qui pouvaient intervenir et on évaluait la probabilité que le risque arrive, mais aussi sa criticité, c'est-à-dire son impact si le risque arrivait. Et même un risque qui était très peu probable, mais qui aurait eu un impact complètement destructeur sur le projet, il était signalé en rouge, quoi. Et je suis étonnée aujourd'hui pas de politique de prévention. de cette impression que le risque n'est traité en matière de politique publique que sur un critère de probabilité et très peu sur ce critère de criticité. Alors évidemment, il y a des explications à ça, hein, notamment le poids d'un certain nombre de décideurs économiques qui orientent, on le sait beaucoup, les décisions de politique publique. Mais enfin, toujours est-il que on se rend, je trouve, très très dépendant du numérique et très très vulnérable. Ça fait partie pour moi des pistes d'émancipation à porter. Qui rentre justement dans un projet éco-socialiste. Mais alors justement, je me fais volontairement l'avocate du diable, mais potentiellement des personnes qui vous écouteraient pourraient vous dire moi j'ai pas envie de m'émanciper parce que je me sens libre dans cette société, je suis très bien avec tout ce confort-là et votre projet low-tech de l'éducation du savoir, moi ça m'intéresse pas, c'est pas une société qui me fait rêver. Comment est-ce qu'on fait rêver en fait sur ces nouveaux projets qui en fait impliquent une forme de sobriété obligatoire? C'est tout le défi qui est face à nous aujourd'hui. On sait que dans tout mécanisme de transformation sociale, il y a 3 leviers qui doivent être activés de manière simultanée. Il y a le levier de la résistance et de la résistance frontale au système. C'est tout ce qui se passe sur le terrain du militantisme pour empêcher des projets de bétonisation de terres agricoles, etc. Il y a le terrain de la construction des alternatives, c'est-à-dire montrer effectivement qu'il est possible de vivre autrement. Et là, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les tiers-lieux, on a plein d'exemples aussi. Et puis, il y a évidemment le 3e levier, qui est le levier de la bataille culturelle et des imaginaires. Et là, la tâche, elle est également d'ampleur, puisque c'est très compliqué de déconstruire, en fait, tout ce avec quoi on a été forgés les uns et les autres, quoi. C'est-à-dire que il y a tellement de choses aujourd'hui qui semblent évidentes, sur lesquelles on ne s'interroge même plus. En fait, on est vraiment dans le choix de la pilule dans Matrix, quoi. Il y a un petit peu de ça, très honnêtement, il y a un petit peu de ça, et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué de voir en fait l'inanité de certains choix qui nous sont proposés, ou de certaines incitations, ou de certains comportements de vie, de consommation. C'est d'autant plus compliqué d'en voir l'inanité qu'il n'y a jamais de temps de pause, en fait. Il n'y a jamais ce temps de pause de se dire ok, on arrête, on regarde, on essaye d'observer les choses avec un regard neuf et de se demander si tout ce qu'on voit autour de soi, s'il n'y a pas des choses finalement totalement absurdes. Enfin, je veux dire, là, encore cette semaine, je suis tombée sur... c'est une dépêche AFP, quoi. Se félicitant que des scientifiques en Nouvelle-Zélande aient trouvé le moyen de dresser des vaches à aller faire pipi sur un revêtement synthétique pour récupérer l'azote de l'urine des bovins et réduire les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Et donc là, on a besoin d'un temps de pause. Là, c'est un moment où on a besoin d'un temps de pause et de se dire, ok, on est aujourd'hui donc dans un monde où il y a des scientifiques qui passent du temps à trouver le moyen d'aller faire pisser des vaches sur un revêtement synthétique. Et c'est ça, c'est une bonne nouvelle.
Et c'est une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'on est dans un monde d'élevage intensif qui provoque de la déforestation, je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment... C'est juste dingue. Mais il y a un tel flot, ça s'arrête jamais. Et donc, il n'y a jamais ce temps de pause d'essayer de se rincer là un peu le regard et de reposer un regard interrogatif, comme si on était des historiens ou des extraterrestres qui débarquent et qui regardent les choses sans un peu de recul sans être déjà imprégnés et de voir à quel point il y a des choses aujourd'hui qui sont soit absurdes, soit totalement indécentes, et que en fait il faut garder cette capacité à voir l'absurdité et l'indécence. Et c'est vrai que le fait d'être en permanence dans cette espèce de course, tout simplement pour subvenir à ses besoins, pour survivre, ou parce qu'on est bombardé en permanence justement d'infos qui sont de plein de natures différentes, c'est très compliqué en fait de prendre ce temps d'arrêt et puis de se rincer le regard. Où est-ce qu'on se rince le regard aujourd'hui ? Et singulièrement quand on est en milieu urbain, et singulièrement quand on est en galère sociale, quoi. Donc pour moi, ça c'est une des fonctions aussi justement de la fiction, à défaut de proximité avec des paysages qui ont pour moi cette fonction cruciale de rincer l'âme de temps en temps, quoi. Mais la fiction, oui, je pense, peut aider, peut jouer ce rôle-là. C'est d'ailleurs, il y a un procédé littéraire qui est régulièrement utilisé, effectivement, de faire intervenir un Candide qui pose un regard étonné sur des choses qui nous semblent évidentes, et puis qui permet d'avoir des dialogues où on explique tout ce qui se passe, notamment dans des romans d'anticipation, parce que on peut le faire, parce qu'il y a ce personnage qui découvre, quoi. Donc c'est un ressort littéraire assez utile et assez efficace. Mais oui, je pense que la fiction a jamais de fonction, notamment en science-fiction ou en anticipation. Il y a jamais pour moi de fonction de prémonition. On n'est pas là simplement pour... mais de décadrer le regard, quoi. De grossir les traits d'une société pour montrer ce vers quoi on... Ouais, c'est ce que fait très bien Alain Damasio, par exemple. Oui, voilà, exactement. Dire, est-ce que vous voulez vraiment aller vers une société où les noms de villes sont des noms d'entreprises ? Et c'est ça que moi je trouve très fort et très intéressant dans Les Furtifs, c'est que c'est de l'anticipation légère. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas très loin. C'est comme la série Black Mirror. On n'est jamais très très loin, quoi. Hein. Beaucoup de gens ont passé leur temps pendant l'année 2020 à dire qu'on était en train de vivre un épisode de Black Mirror. Mais par contre, la question derrière, c'est qu'est-ce que ça provoque, quoi. C'est-à-dire que, c'est pas le tout de décoloniser les imaginaires et d'y planter d'autres graines ou d'alerter. Je veux dire, il y a toutes ces fonctions-là potentiellement dans la fiction, mais comme tout le reste, en fait, c'est une condition nécessaire mais non suffisante, quoi. Parce que je ne suis pas sûre, par exemple, que La Servante écarlate de Margaret Atwood ait fait davantage pour la place des femmes dans la société que le mouvement MeToo, quoi. C'est-à-dire que, il y a une fonction à la littérature, mais la littérature ne peut pas tout. Et encore faut-il que derrière, il y ait aussi des mouvements sociaux, des... Mais surtout, il y a une possibilité pour que la littérature vienne nourrir aussi des imaginaires positifs, c'est-à-dire Absolument. d'écrire des sociétés qui donnent envie, et pas que des sociétés où on se dit on veut surtout pas aller là, mais du coup on sait pas vraiment quelle route prendre. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que, il y a à la fois, d'abord, il y a quand même des exemples ici et maintenant dans le réel qui mériteraient à être davantage mis en lumière, parce que il se produit de vrais petits miracles politiques en réalité. Alors c'est un peu sous les radars, parce que ça reste marginal. Mais enfin, de les mettre en valeur, déjà, je trouve que ça participe quand même à montrer justement que
d'autres manières de vivre ensemble sont possibles. Et puis après, il y a effectivement le fait qu'il y a tout un champ de la fiction utopique qui reste à investir, à envahir même, j'ai envie de dire. Ça commence. Je pense qu'il commence à y avoir de plus en plus d'autrices et d'auteurs qui ont envie de donner à voir justement ce que pourrait être un autre monde et à quel point il pourrait être désirable. Mais l'avantage de la fiction, c'est que c'est un domaine dans lequel les ressources sont illimitées. Oui. Et que, voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. D'ailleurs, là, on parle de romans, mais c'est valable dans le cinéma, dans les séries, dans les jeux vidéo, dans tout ce qui peut permettre aussi de toucher un public plus large et éventuellement plus jeune. Alors justement, sur cette question d'imaginaire, je vous ai entendu dans une interview dire qu'il fallait qu'on ait aussi un projet politique qui se nourrisse de l'imaginaire et à la fois du réel. Il se trouve qu'on commence une année présidentielle. Comment est-ce que vous pensez qu'il est possible d'imposer ces thèmes dont on vient de parler dans le débat politique, sachant qu'aujourd'hui, il est quand même extrêmement concentré sur les questions identitaires et absolument pas sur l'écologie populaire, alors que, paradoxalement, il y a une enquête Ipsos Sopra Steria qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que 82% des Français voulaient des mesures rapides pour l'environnement, quitte à modifier leur mode de vie, et qu'ils mettaient en fait en tête, la plupart des Français mettaient en tête l'environnement sur leurs préoccupations. Donc là, on voit qu'il y a vraiment aussi un peu une dissonance entre les deux. Donc comment est-ce qu'on peut imposer ces thèmes-là pendant cette année présidentielle, ces thèmes de justice sociale, de justice environnementale D'abord, sur la question de la dissonance, voilà, moi je suis évidemment toujours très contente quand il y a des sondages qui sortent et qui mettent l'environnement en tête de la préoccupation. Mais en même temps, il ne faut pas quand même que ça nous aveugle sur les levées de boucliers incroyables qu'il y a dès qu'on parle de baisser la limite de vitesse sur les autoroutes. Je veux dire, il y a quand même un truc à un moment donné qui n'est pas complètement rationnel aussi entre certaines affirmations et puis certaines résistances qui sont, à mon avis, encore en réalité extrêmement fortes. D'autant que je pense qu'on est arrivé à un moment où vraiment il y a la hiérarchie des besoins et la question des libertés font l'objet vraiment d'une grande confusion, en fait. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui considéré comme privation de liberté est tellement mineur par rapport à ce qui nous arrive dans la face en matière de privation de liberté si on n'agit pas très vite sur toutes ces questions, notamment climatiques, que moi, c'est des choses que j'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre. Mais en tout cas, pour répondre plus précisément à votre question sur l'élection présidentielle, moi, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment cette élection, je trouve, un truc de plus en plus piégeux et de plus en plus miné parce que on ne sait pas par quel bout la prendre. Je trouve que c'est très déconcertant, en fait, la manière dont les choses sont en train de se présenter. C'est pas très surprenant, mais c'est très déconcertant. Et malheureusement, on est toujours dans ce truc du moins pire, du choix par défaut. En tout cas, moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette échéance. À la fois par fond politique, parce que c'est en fait vraiment juste tout ce qu'on déteste en termes de mode de scrutin, en termes de valeurs que ça véhicule, de femmes ou d'hommes providentiels, et puis qu'on a aujourd'hui une 5e République qui est tellement obsolète et inadaptée à tous les nouveaux défis. Donc déjà, c'est compliqué de s'enthousiasmer pour cette raison-là. Et puis ensuite, parce que en réalité, j'ai, moi, assez peu d'espoir sur le fait que quiconque puisse imposer les termes d'un débat. En tout cas, je trouve que l'énergie qui aujourd'hui est mise à essayer d'imposer à d'autres
les termes d'un débat qui nous semble à nous centraux. Je m'interroge vraiment sur le fait de la placer là, cette énergie, plutôt qu'à s'auto-organiser dans des actions directes, performatives, qui ne visent pas à poser une revendication ou qui ne visent pas à convaincre d'autres de parler du sujet qui nous intéresse, mais qui visent à nous y attaquer nous-mêmes, quoi. Extinction Rebellion décide de passer à la désobéissance. Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons. Enfin, à titre personnel, je vous le dis, j'espère aussi qu'on va passer à l'autodéfense, à l'action à impact direct et concret, pas juste symbolique, à des actions en somme qui portent dans leur réalisation leurs propres revendications. J'espère qu'on va planter des arbres, qu'on va saboter le système, qu'on va bloquer des chantiers, en bref, préserver ce qui doit l'être, ralentir la destruction, se battre contre chaque mètre carré de béton et aller sauver chaque dixième de degré. Et je pense que c'est vraiment donc en arrêtant des projets de bétonisation ou par exemple, en étant, comme je disais tout à l'heure, soit effectivement dans des actions de résistance au système pour au moins ralentir la destruction et essayer de préserver oui, mais finalement, on se rend bien compte avec ces actions-là qu'au bout d'un moment, il y a une limite et que c'est quand même plus simple de mettre en place une loi qui interdit l'artificialisation des sols plutôt que d'être en permanence en train de lutter contre l'artificialisation des sols. Bien sûr, c'est effectivement la question du débouché institutionnel de ces luttes, de ces alternatives et de cette bataille culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu le système dans lequel on évolue aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un État, il y a une 5e République, il y a un gouvernement, quoi. Et c'est clair que, moi, j'ai été élue à la région Auvergne-Rhône-Alpes sous la présidence de Laurent Wauquiez. Donc, je suis bien placée pour voir comme c'est facile de détruire en une signature au bout d'un papier des choses qui ont été patiemment élaborées sur le terrain collectivement pendant des années. Il suffit de couper les subventions, bien souvent, par exemple, pour mettre à mal plein de projets, plein de festivals, plein de tissus associatifs. Donc évidemment que la question du débouché institutionnel se pose, et c'est la raison pour laquelle moi je ne fais pas partie des gens qui tordent le nez sur les différentes échéances électorales, notamment municipales, régionales, départementales, etc. Parce que j'ai vu concrètement la différence que ça fait à la tête d'une collectivité territoriale et que voilà, je me réjouis que des municipalités soient passées à gauche parce que même si c'est pas la panacée, même si c'est pas l'écosocialisme en acte, en fait, ça fait beaucoup moins de dégâts quand même que des politiques de droite ou d'ultra-droite. Simplement, la question que je me pose, d'abord, elle est spécifique sur la présidentielle, qui est quand même vraiment une élection particulière et particulièrement tordue. Et ensuite, elle est surtout sur le ratio, en fait, de temps et d'énergie qu'on met à cette stratégie de conquête du pouvoir par les urnes. Et le ratio du temps et de l'énergie qu'on met à l'action performative directement transformatrice. Parce qu'il y a des actions, on disait, de ralentissement de l'emprise du système, mais il y a aussi des actions de construction d'alternatives pérennes qui ne sont pas en butte permanente à la répression policière, etc. Donc il y a aussi des choses qu'on peut construire dans le temps. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est le ratio entre les deux. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui une prépondérance, en tout cas, dans les structures politiques traditionnelles et notamment partidaires. Je veux dire, en fait, le temps et l'énergie sont quand même en grande partie happés par ces rendez-vous électoraux, quoi. Ce qui n'est pas illogique, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même au départ dans la fonction du parti politique. Mais je trouve que... Voilà, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les deux, en fait, par rapport à ce que ça ramène en termes d'impact. Parce qu'on peut se dire que c'est pas... qu'on ne fait que gagner du temps en bloquant des projets, mais ça fait quand même un bout de temps aussi qu'on n'a pas vu un président de la République de gauche en France. Donc je ne suis pas sûre qu'en termes d'efficacité, aujourd'hui,
on puisse mettre une hiérarchie entre cette conquête du pouvoir institutionnel et puis l'action transformatrice de terrain, quoi. On parlait justement au début de ces décalages de réalité, finalement, entre la réalité politique, médiatique qui nous est présentée et la réalité climatique, sociale et toutes les crises qu'on est en train de vivre. D'une certaine manière, c'est aussi de se dire comment est-ce que cette réalité-là, qui est la réalité, va pouvoir s'inviter dans le débat présidentiel et qu'on va pouvoir poser les vraies questions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit les inégalités sociales en France, quelles vont être les énergies de demain, comment est-ce qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre de façon drastique, etc. Et ça vous... Là-dessus, je pense que d'abord, il y a quand même un rôle absolument primordial des médias. Parce qu'en fait, c'est eux, souvent, qui posent les questions les plus audibles, les plus publiques, les plus visibles pendant cette période électorale. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire de renforcer le réseau des médias alternatifs et indépendants plutôt que d'essayer d'aller convaincre, je sais pas qui. Et pour vous, il y a des personnalités politiques aujourd'hui qui portent ces sujets ? Oui, bien sûr. Oui, à qui vous faites confiance pour porter ces sujets-là ? Oui, il y a des personnalités politiques qui portent ces sujets-là. Enfin, je veux dire, que ce soit du côté de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de questions, notamment de questions sociales et démocratiques, ou que ce soit du côté... je ne sais pas qui encore, mais en tout cas de la primaire des écologistes, avec Delphine Batho, qui, moi, je trouve, a un discours hyper intéressant, qui pose les bonnes questions et qui les pose sans tourner autour du pot, avec un discours de vérité et très lucide, et en même temps très argumenté et très sérieux. Donc voilà, d'Éric Piolle. Enfin, je veux dire, oui, pour moi, il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont susceptibles de porter ces questions-là. Mais encore faut-il qu'elles aient l'espace pour les porter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, porter ces questions-là, c'est compliqué aujourd'hui dans le système médiatique dominant tel qu'il existe. Et donc, en fait... on l'a vu sur le débat sur France Info, le premier débat de la primaire écologiste. Absolument. Si on regarde les sondages, nationalement, l'écologie politique que vous portez suscite assez peu d'engouement. Qu'est-ce qui ne prend pas entre vous et les Français ? Vous vous définissez comme écoféministe, en guerre contre le patriarcat. Vous vous présentez comme la candidate des minorités discriminées, vision qui encourage un peu les luttes communautaristes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce positionnement convient pour une présidentielle qui se doit de rassembler ? Yannick Jadot, vous avez créé la surprise en rassemblant sur votre nom plus de 3 millions de voix aux élections européennes de 2019. Vous qui prônez une écologie ouverte et majoritaire, pourquoi prenez-vous le risque de vous rétrécir dans une primaire qui, à ce jour, au fond, ne rassemble que 35 000 votants? Plus on sera nombreux à aller regarder les débats ailleurs que dans ces médias dominants, et sur place, notamment, plus le débat il se déplacera aussi sur les vrais sujets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux vraiment décourager personne de le faire. Mais je crois de moins en moins au fait que une grosse marche ou une grosse manif permette de faire émerger un sujet dans le débat médiatique public tel qu'il est organisé aujourd'hui. Ça permet, ces derniers temps, ça permet de faire plein d'autres choses. Ça peut remplir plein d'autres objectifs. Mais cet objectif-là, j'y crois pas trop. Et puis, je veux dire, on le voit encore là avec... la nouvelle initiative de Bolloré sur Lagardère. Enfin, je veux dire, on est dans une concentration des médias qui devient complètement délirante en France. Donc, moi, je fais aucune confiance à ce type de support pour poser ces questions-là, parce qu'ils ont trop d'intérêt en jeu. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la présidentielle tourne autour de ces questions. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler ailleurs. Et voilà, et appeler effectivement à changer nos sources d'information et à aller renforcer les médias qui posent les bonnes questions. Je vais poser une dernière question après tous les sujets qu'on a évoqués. S'il y a quelque chose, qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui ?
quand même. Alors c'est marrant parce que j'ai écouté une émission de France Culture il y a quelques jours sur l'architecte philosophe Paul Virilio. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée où il disait que on peut tout à fait s'enchanter du monde tout en s'en inquiétant. Et moi, je me retrouve complètement dans cette phrase-là. J'ai vraiment l'impression d'être au moins aussi enchantée par le monde que j'en suis inquiète. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas sans lien. C'est-à-dire que je pense que plus on est amoureux du lieu dans lequel on vit ou d'un lieu où on va en vacances ou auquel on est attaché, plus on a envie de le défendre et plus on s'en inquiète. De la même manière que plus on est attaché à des personnes, plus on s'inquiète pour elles. Et en fait, voilà, pour moi, les deux ne sont pas du tout antinomiques. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être préoccupé de l'état du monde, voire parfois complètement navré de certaines choses, tout en gardant le pouvoir, la capacité à s'émerveiller devant de toutes petites choses. Qui disait, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, je dis effectivement souvent, on ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est... Je ne sais plus quelle était exactement la question, si c'est un motif... Mais... C'est pas un motif d'optimisme, parce que c'est un motif qui comprend en lui-même à la fois l'enchantement et le désarroi, quoi, ou l'inquiétude. Moi, je raisonne très peu en termes d'optimisme ou de pessimisme. J'essaye d'être la plus lucide possible. Et la lucidité, elle passe par le fait de garder les yeux grands ouverts, de continuer à essayer de comprendre le monde dans lequel on est, et puis de continuer à avoir une prise sur lui. Et ça, ça provoque de grandes joies et de grandes souffrances, en fait. Mais c'est aussi ça, la vie, et tant qu'on ressent ces choses-là, au moins on est vivant et on essaye de rester debout, quoi. Merci beaucoup, Merci à vous d'être venue sur Blast. C'est la fin de cet entretien. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur tous vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast. Blast est un média indépendant et si nous diffusons en accès libre, c'est uniquement grâce à vos dons. Donc pour nous soutenir, c'est sur blast-info.fr. Merci beaucoup et à très vite sur Blast.